Bonsoir et bienvenue à Dakar. Dakar, où nous avons déplacé nos caméras pour cette émission exceptionnelle consacrée au tabou de l'esclavage. Nous avons pris place à bord de la chaloupe comme on dit ici, qui relie le continent à l'île de Gorée. Quand on parle esclavage, il y a tout de suite des images qui s'imposent à nous. L'île de Gorée, en pleine mer, au large de Dakar, où l'on acheminait les esclaves. Gorée, ici, est sa maison des esclaves. La maison des esclaves, justement. C'était un sas sinistre où, dans ces cases que vous voyez tout autour de cette cour, on transformait les hommes en animaux pour les envoyer par cette porte pour un voyage sans retour vers les Amériques. L'esclavage, ce n'est pas seulement un fléau d'hier, c'est aussi un fléau d'aujourd'hui. L'esclavage, ce n'est pas seulement une affaire de blancs contre les noirs, c'est aussi une affaire d'arabes contre les noirs, de noirs contre les noirs, et même d'arabes contre les blancs. Une histoire en tout cas totalement éloignée de toutes celles qu'on vous a racontées jusqu'à maintenant. Les tabous de l'esclavage, c'est donc une émission dérangeante. Voici le sommaire de cette émission. Deux films inédits et un débat. Premier film, Chasseurs d'esclaves. Une plongée étonnante dans la Mauritanie d'aujourd'hui, à la rencontre d'esclaves et de ceux qui cherchent, malgré les risques, à les libérer. Deuxième film, Les esclaves oubliés. Retour sur les tabous et les non-dits de l'histoire, en particulier sur l'esclavage arabe et interne à l'Afrique. Un film qui bouleverse les idées reçues. L'esclavage, une affaire d'aujourd'hui, pas une affaire d'hier, la preuve. Si l'on poursuit le voyage en bateau à quelques centaines de kilomètres plus au nord, on arrive en Mauritanie. La Mauritanie qui a aboli l'esclavage en 1981, la Mauritanie où pourtant l'esclavage persiste. Direction Nouakchott donc, Mauritanie, pour Chasseurs d'esclaves. Un film produit par Doc en Stock pour Arte. Il est signé Sophie Janot et Anna Gvak. Regardez. Mauritanie, mars 2008, à Nouakchott. Voici Biram, un militant des droits de l'homme. Ce jour-là, il reçoit Bilal, un esclave qui vient de rompre ses liens avec son maître. Biram, si je viens te voir, c'est parce que ma sœur est encore là-bas. Elle est encore esclave. Elle travaille jour et nuit. Elle va chercher l'eau au puits, s'occupe du bétail, fait la cuisine. Elle n'a aucun répit. Elle a 2 enfants aussi, dont l'un est paralysé. Devine qui est leur père, son maître. Un homme qui ne reconnaîtra jamais ses enfants. Si tu la voyais, tu verrais qu'elle souffre. Biram, écoute, je ne pourrai jamais être heureux si je ne libère pas ma sœur de l'esclavage. Face aux arguments de Bilal, Biram cède. Dans 15 jours, il prendra la route pour tenter de libérer la sœur de Bilal.
15 jours plus tard. Avec Biram, Aminetou. C'est une habituée de ce genre d'opération. Il faut qu'on réussisse cette caravane abolitionniste. Tous deux sont des militants acharnés de SOS Esclaves, une association qui compte 150 adhérents et qui, depuis 10 ans, lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Il faut faire cesser la situation du crime esclavagiste, de faire cesser la condition d'esclave, de séparer, séparer les esclaves avec les maîtres. Ça, d'abord, dans une première phase. Dans une deuxième phase, il faut qu'on arrive à mettre des criminels d'esclavage en prison. Officiellement, ces militants sont soutenus par le gouvernement mauritanien. Ils sont même mandatés par la Commission nationale des droits de l'homme. Mais sur le terrain, c'est une autre affaire. Bilal, qui les accompagne pour libérer sa sœur, est prévenu. « 15 heures. La caravane quitte Nouakchott. Et très vite, c'est le désert. Pour les chasseurs d'esclaves, il faut être vigilant. C'est maintenant que le vrai travail commence. Il y a que des esclaves qui sont là. Parce que les maîtres, cette période de chaleur, les maîtres ils quittent pour aller en ville et ils laissent les esclaves en train de garder la place, en réalité. Première halte. La caravane s'arrête au milieu du désert, dans un campement. Un campement d'esclaves en fuite. Le chef du village est lui-même esclave. Vous êtes ici depuis quand? Ça fait 1 an. Nous étions soumis au désir de nos maîtres. Le seul moyen de nous libérer, c'était de partir. Soumis, mais comment? On n'avait pas le droit d'envoyer nos enfants à l'école. Nos maîtres nous prenaient tout et on travaillait sans salaire. Alors un jour, on a décidé de s'enfuir, tous ensemble. Et vous étiez nombreux? Une centaine. Ça, c'est la tante de Tahman qui est là. Il est là. C'est lui le propriétaire de cette tente. C'est tout ce qu'ils ont, hein? Mais c'est tout petit comme tente, il n'y a rien dedans. Ils n'ont rien? Et ça, c'est quoi, monsieur? Ça, c'est pour se laver. On est pauvre. Mais il vaut mieux être pauvre que dépendant. Être libre, c'est être vivant. Ça n'a pas de prix. Comment ces hommes vivaient-ils lorsqu'ils étaient sous le joug de leur maître? Enchaînés? Avec des boulets aux pieds? Non. Ils étaient condamnés à exécuter tous les travaux pénibles, sous le soleil, à la place de leur maître. Et ils n'étaient pas payés. Un esclavage domestique, une pratique traditionnelle en Mauritanie, tellement traditionnelle qu'il est très difficile de l'éradiquer. Alors que nous reprenons la route, des gendarmes bloquent les 4x4. Ils nous arrêtent et nous intiment l'ordre de les suivre.
Il se méfie des militants même quand ils sont, comme ici, en mission officielle. Biram, lui, est habitué à ce cirque. On va où, Biram? On va chez le chef d'arrondissement, l'autorité administrative qui est ici, dans cet arrondissement. Ils ont besoin de nous pour enquêter sur notre bonne foi. Et la vôtre aussi. C'est notre identité. Notre identité. Est-ce que nous sommes des terroristes ou est-ce que nous sommes... Ici, les terroristes, c'est les militants des droits de l'homme. C'est les terroristes dans ce pays. Que ce n'est pas correct. Nous venons officiellement, nous avons l'autorisation. On vient d'un organisme de l'État, la Commission nationale des droits de l'homme. L'État n'a aucune volonté, aucune sincérité dans ses rapports avec nous. Ils veulent toujours mettre les bâtons dans les roues. Et ça montre aussi les tabous qui existent sur ce problème-là. Parce qu'en réalité, il y a des tabous. Et ces tabous restent. C'est qu'on ne veut pas entendre parler de droits humains. Ah. On ne va pas accepter d'être filmé. Réunion de crise chez le préfet. Nous tournons aux caméras cachées, cernées par les gendarmes. Vous avez papier par hasard? Me dictez rapidement. C'est NDH. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منظمة للدولة. منظمة للدولة، هيئة للدولة. دولة موريتانيا. هي اللي عطيتهم أردنسية. هي قاعد الدولة هي اللي معدلتها. هي المعدل ما هي منظمة ما هي المنظمات الغير حكومية. ومكلفتنا اللجنة باتفاق مع ذو الخلطة. مهمتهم أنهم يعدلوا ريبورتاج عن العبودية. عن العبودية وآثارها. حقته. ماشيين على ضوء شيء منها معين ولا لا يستطلعوا؟ ماشيين عندنا حالات فات ورد وفهم فيهم شكايات على وزارة اللجنة. ضروا هون ولا هون؟ تضروا هون وتضروا هوك. قال احنا ما علينا تفصيل، عليكم انتم تفصيل. ما علينا احنا تفصيل، احنا ما نعنكتوا كاع. انا مانيش تعنكتني سيد الحاكم. ما انا كنت عنكتني يكون علاش يلا انا ضري هون وياك زعزعني انت كضو علاش ما يعنيني. ماني قاعدين نقبلها، قاعدين نقبلها. تكايس انت مولي. لا حنين الشرط. شنو؟ احترم انت مولي راسك. حتى انت مالك انا حاسب ماني تنقولهم لك تتعمك توقفني الشفار. ماني وقفك الشارع. انت ماشي انا قاعد شي ما واضح ما نمشي. انت صاير معزلك شنو؟ انا ما يعني عجلان وانت هو العجلان. احنا اللي سويناه قالوا عاد لي مهمه محدده قضيه محدده احنا نشرنا له. انتم هون تيجن يعنيكم لا قضيه مشيت ندوه الفراغ. شكرا على كل حال. Tout est en règle. Le préfet ne peut pas nous retenir plus longtemps en garde à vue, mais il insiste. نحن انتم مواطنين. احنا مواطنين صامدين. لازم نعودوا اللي نخلصوا عمق الوضعيه، اللي نخلصوا دواء للمشكله وعلاجها، ما نخلصوا تشويش، لا نخلصوا الفات الانتباه الخارج على شيء يقد يعود معه على صيغته. Se taire, masquer l'esclavage. En Mauritanie, entre le Maroc et le Sénégal, on ne veut pas un voile inavouable. L'esclavage structure encore la société. Ici, des hommes naissent maîtres, surtout des Maures blancs d'origine arabo-berbère. Et d'autres hommes naissent esclaves, surtout des Maures noirs d'origine négro-africaine. Un esclavage millénaire, pré-islamique et islamique, hérité d'un temps où les arabo-berbères et les négro-africains rasiaient et réduisaient les Noirs en esclavage.
Un système de caste difficile à briser. L'esclavage a pourtant été aboli 3 fois. En 1905, sous la colonisation française. En 1960, à l'indépendance. Et en 1981, sous le pouvoir militaire, mais sans véritable application. Alors de nouveau, avec la récente démocratisation du pays, le président de la République s'est engagé à éradiquer l'esclavage. En 2007, il promulgue une nouvelle loi. Quiconque réduit autrui en esclavage est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Mais ce texte a été écrit, dit-on, pour donner le change à la communauté internationale. Car pour criminaliser l'esclavage, encore faut-il le reconnaître, ce n'est pas le cas. Nouakchott, à l'Assemblée nationale. Là, pour la classe dirigeante, le mot esclave est un mot tabou. Étonnant? Pas tant que cela. Elle est composée essentiellement d'anciens maîtres. En Mauritanie, je pense qu'il n'y a pas d'esclavage proprement dit. Il y a des séquelles d'esclavage. Est-ce que l'esclavage existe encore ou pas? L'esclavage, non, n'existe pas. Dans ma connaissance, non, ça n'existe pas. Mais, quand même, on fait une loi criminalisant l'esclavage. Oui, c'est quand même une loi criminalisant l'esclavage pour ceux qui seraient tentés de faire recours aux vieux réflexes. Et cette loi a été demandée pour une réconciliation nationale. C'est une demande que quelques-uns ont fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été fait et ça a été accepté pour couper les langues. Pour faire taire ceux qui veulent du mauvais pour la Mauritanie. Et là, en Mauritanie, il n'y a pas d'esclavage. Moi, je défie qui que ce soit peut trouver un cas d'esclavagisme en Mauritanie. Donc, il n'y a plus d'esclavage en Mauritanie. Ce qui n'a pas empêché le Parlement de promulguer une loi pour le criminaliser. Bizarre. Retour à la caravane. Elle fait une halte dans un campement pour la nuit. Ici, loin de la capitale, dans la brousse, la loi officielle n'intéresse personne. On s'en moque. C'est encore la tradition qui prévaut. La tradition qui donne aux maîtres les pleins pouvoirs, comme celui d'affranchir son esclave. Pour affranchir un esclave, d'ailleurs, le maître rédige un certificat qu'on exhibe ici avec fierté. C'est une décision de son maître de la rendre libre. Elle date du 8-12-2000. C'est un papier personnel du maître. C'est personnel du maître. Sans aucun témoignage administratif. C'est lui qui certifie avec sa propre main qu'il libère cet esclave en telle date. Mais tu sais que l'esclavage a été aboli. Pourquoi as-tu besoin de ce papier? Les gens m'ont dit que la loi d'abolition n'était pas valable. Que ce qui est valable, c'est uniquement le certificat de mon maître. Mais pour toi, c'est un papier légal? Oui, c'est la loi musulmane. Ici, tout le monde perçoit l'esclavage comme un dogme de la religion islamique. Ça se traduit dans des faits de soumission quasi religieuse au maître et à l'esclavage. Parce qu'il y a des esclaves qu'on aborde, mais qui disent qu'ils ne peuvent pas aller désobéir au maître, parce que s'ils désobéissent au maître, ils vont aller à l'enfer. Dieu va les punir. Quand ils pensent que quand ils désobéissent au maître, ils désobéissent à Dieu. L'islam n'est pas esclavagiste, mais l'islam n'est pas aussi particulièrement anti-esclavagiste. L'islam ne délégitime pas l'esclavage, quand même.
C'est-à-dire l'islam n'interdit pas l'esclavage. Ce matin, la caravane arrive à Mederdra, ultime étape pour les chasseurs d'esclaves. Arrêt chez le préfet. Les militants doivent obtenir son autorisation pour arracher la sœur de Bilal. Sur place se trouve aussi le gendarme qui a participé à l'enquête préliminaire. Un gendarme qui aurait tenté d'étouffer l'affaire. Là aussi, nous filmons en caméra cachée. Oui, moi je suis Biran Oulidah, conseiller du président de la Commission nationale des droits de l'homme, venant pour un cas d'esclavage avéré ici, à Mederdra. Nous voulons récupérer cette dame, nous voulons la libérer. L'application de la loi. L'application de la loi. Les membres de la commission ont fait un rapport au président de la République que leur intime conviction est que cette dame est retenue en esclavage et qu'il y a une volonté manifeste des autorités de ne pas la libérer. Donc il y a une connivence entre les autorités et le maître de cette dame. Vous nous attaquez directement, c'est pas un problème, nous sommes des professionnels. Vous nous excusez, vous nous demandez excuses. Je crois que la gendarmerie c'est encore institutionnel. Nous sommes là, nous sommes des gens qui sont très honnêtes. Tu es en train d'enfreindre la loi, tu n'as pas à attendre à intervenir quand c'est un cas d'esclavage. Quel a constaté comme cas d'esclavage? C'est un cas d'esclavage. C'est pas que les maîtres l'empêchent ou non. Moi, je n'ai pas vu ça. Quelqu'un qui dit que ce n'est pas l'esclavage, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire une enquête juste. Et il refuse de faire l'enquête en attendant des plaintes qui n'arriveront jamais, parce que l'esclavage, c'est un crime de droit commun. Et le ministère public doit diligenter une enquête de lui-même parce qu'il défend la société. C'est pas une personne qui porte plainte qu'on défend. On défend la société. Il y a une commission de droits de l'homme. Sont eux qui doivent statuer? Moi quand même, ils ont statué. Ils ont dit que vous avez joué un jeu avec les maîtres. Ils ont parlé même de moutons. Ils ont parlé de moutons même. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Ils ont dit que les maîtres ils donnent beaucoup de moutons à toutes les autorités qui l'inquiètent et comme ça, on n'est pas inquiété. Je suis en parfaite harmonie avec ma conscience. Je n'ai jamais vu de ma vie une injustice sans la raison. Ça, je vous le dis. Et vous pouvez vous informer. C'est un phénomène un peu difficile. Il faut qu'on s'unisse pour voir le vaincre. Il le faut. La lumière, moi je tiens à ce que ce soit fait sur ça. Et je le ferai. Et je le ferai, je suis sûr. Finalement, le préfet tient parole. La caravane part pour la brousse pour débusquer la sœur de Bilal et son campement. Avec nous, le gendarme qui doit dresser le procès-verbal. Mais va-t-il cette fois appliquer la loi? لكن ماشيين المعنى بطب من ساكنين نار الخريف لا ينقلوا هو خاي 200 ولا 3 ما نعرف زمن الخريف زي قد جيتهم في زمن ضيق ياك الفهم ولا رافان وندون صوروا هو ناس من نجلس ناكل تواسم ولا حاجه والله ما صاير بريدنا كون يكون هذيك الشيء ولا هو بنديتو لا أعرف إيش حد أنت ما تسوي له. هي شفنا نحن هو شفنا ذاك اللي طال من هاك سواك البيت ولا في 3000. إيه. وهاي بلال. بلال وهاي. هو أنا باكل تواسل. ما له. إيه والله. شو قال لك رأيناهم. بلال وهاي لا. والله مش يسوي بشيء. والله ما حد. ايه لا اسمع ناس يقول لكم
كان اللي جانتان كيف فرين على الوقت كي اوز ضامن لك معنا روايه انا بقى ما تعدل لا واحد وافي يزرو من كارير وروايه ما قد قاعد بورين دي تو ملي السلام عليكم انا راجل من الصقاعات قال له عبد الله المختار بلاد منزلته هو بعيد والله قريب هو الاميرات المكسب اللي هو يرقد حد معاه تو هو السيربي عليك اللي شرب له وما يسقي الحاسب والله خادمو ذيك ما جات اليوم ما جات كانت كل نهار تجي لا تجي اليوم الصناعه رفعت ما طلعت السيربي انا عارف انا مالي يا سيدي الساعه اللي فاتت ما شفتها ايوه وجاتهم شهر كمان انا قلت له بعد خادمه ما قال فيش قال لي خادمه بعد نو لا درك لا نفس الشيء اللي عدلت نهار ايه شوفوا مين من تسمعت تحت راي واقف قدامي شو راي sénateur Alciazer. Je n'ai même pas parlé. Non, il reste. Quand on a dit là qu'on a dit. Ici, elle n'était pas esclave. Et si elle n'était pas esclave? Nous ne partons pas dans le vide. C'est une esclave. Ici, en Mauritanie, chacun connaît qui est qui. Pourquoi son frère n'est pas avec elle? Pourquoi ils ne sont pas une famille? Son frère vient la réclamer parce qu'elle est esclave. Son père vient dire que sa sœur est esclave. Il connaît, tous les gens ici connaissent que ces gens, cette famille, c'est l'esclave de telle famille. Des esclaves de naissance. السلام عليكم. طارق. خير خير. حبي راعي هي نفسها هذيك. سنة 30. ولا كايس اخي. طارق يا بابا. كايس قاعد مرحبا. بلال حز عن جندرمي خلي ما عاد شغلته. وهي راي لا ولا كشي. نو ما هذا كشي على ودنا. سبحان الله ما عندنا كشي. من تو هايله؟ Moi, ce que je sais que c'est clair, c'est que ce qui est écrit. Donc nous avons, on vient pour l'amener. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. Richard, tu peux pas, on va faire doucement. Non, parce qu'on ne faut pas compter. Je regarde. انا ما regarde شيء انا ما يسوي on va pas regarder si vous avez انت وهيدا انت هو ما مش انا مو كلمتي si vous ne voulez pas l'amener ça c'est votre travail ce n'est pas à nous de l'amener c'est vous l'administration والله خليها عنا ايوه خليها فهم خليها انا ما نفرس لحمه نعرف ذاك لحمه خليها وين انت عيط له de l'amener انت قبل ماشي ايوه هذا انت ماشي وايد كلمه انت ماشي سيكوتي انت ماشي ماني ماشيه شفت انت يا خادم دوس مع انت خادم كرسي خويدم قباد نقول على كان خويدم حتى والله خويدم السلام عليكم شفت خويا مرت طرتي ماني ماشيه معاه ولاني خارجه معاه ولاني قاعده والله يا اخي ما تمشي لا تمشي والله عبد الله ومنته ولين ترتر ما انا بعماره الناس جاوا قالوا يمشوا فيه قال انت خادم والله تقدري تمشي انا شوف صح انا ماني خادم انا ماني خادم انا خادم راس الحرة مولانا تركل عندنا احنا تركل عنده ماشي لندور لهم الدواء اللي يبسط يا خويا بدنا تمشي معاك في تارك ما تكيت انا نورت لله صوم سنه تغزو من يوم ما نحرك معاك ويا الحكومه شفتوا خويا لا متبريه منه ماني ماشيه معه وانا ماني خادم انا حر خويدم على جيب لي الشهود جيب لي الشهود جيب لنا عندك من الشهود عبيد يا اخو حرام ما نحرش نقدر نمشي بقى يا دار ما يبيع قبالي من هذا الرجال في الوقت والله خلي بالنا معاك شو نديروا فيه يا اخو ما نحرك لا هو ده ياخذ الله يحترم الدولة يا صار ابوي يقول عدل انت اسمك؟ انا انقال يا حبيبي شاحبه
كيف قال لي؟ والله الخدمات والخادمين انا ما وتعال بالشهر انا ما بالشهر الخدمات والخادمين والله ولا يا شيخ كل واحد حر نفسه والله هاي مرة كيف تاكلتك والله كيف تاكل الحرية كيف تهي يا اختي تسمونك ببلك انت مع شاشتك وحيوانك وانا خاصك شيء جده ولا جيه هي ندور يداوق عندنا كل شيء يا اختي راكم اللي جاوب دائما الحاله اللي انت في قالوهم راك جاوبيهم امشي معانا نشدوا معاك الاخبار وندوروا نردوكم لا نردوكم Non, c'est qu'elle est endoctrinée, elle est travaillée mentalement. Comment veux-tu qu'elle vienne? Elle est travaillée mentalement. Elle a peur. Quand elle voit les gendarmes, elle n'a jamais vu, elle a peur. C'est tout à fait normal. Même ces maîtres qui sont là, ils ont peur. La gendarmerie protège. La gendarmerie protège, mais n'a peur pas. Ça fait peur aux gens. Ça, ne vous en faites pas. Ça, c'est connu. إذا إنك أنت اللي جايك باقي هذا النوع له محرم وهاي جايين يشدوا معاك الأخبار ما يوم قايلين لك شو لا معدلين لك شو لا بيننا معاكم الوقت. بسم الله يا نحوزوا على اللي هون من اللي بيضان مشوا معاهم يمشوا قبوهم يمشي بيهم نمشي أنا معاكم الفوق والسودان لا تحسبوني من السودان أنا ماني سودانية أنا حرة مولانا وين طاقة حريتك؟ أخويا أعطيني طاقة حريتك عندك حرية عندك طاقة لا تتكلم شو أنا تمام معاك كل ما بيني معاك لا يسوي لك عندك طاقة حرية إذا شفتوا أنا بات حرة مولانا وضمنا إحنا مانك خايف صرتك ذيك إذا ما رأيتي شيء أحسن معاملة حسنة مانك خايف ترى شيء حسن شو يا حبيبي مازال الطريق صاير حبيبي كويس تاكلوا كيف كنتم أهل الدشرة تمشوا كاملين وتعدلوا همكم ما فيه أي مشكلة سوى شنو على كل حال إحنا بعد جيناك أخواتك أنا مرختك وبيضانية كيفتك وواحدة من أهلك وجايتك لا بلال وهيك بقى ارفد له طيب بس شرف دي له ياك فات اخبارها تلبي شور الحاكم حاكم المدردر انا ابغى كشف عليك شاف وين كشف سي لا ماتريس ماني حاركة عنها ماني حاركة الخيمة ما هي لك انت بعد الخيمة يا ربع الخيمة خيمتي يا ارجع رد لها الهلين اللي لبسوا الباسو قلتوا عن هذه عربيتي انا دي ما هي انا بتبقى وكان سي صلاة عربي توادي معه وفاق بلاك كنزي كنزي نحن جايين حانت قفالت تعلي هذا حرام يا بعد قيمت والله انا بعد قيموا Est-ce que vous avez interpellé les maîtres? Non, elle dit, je ne peux pas le dire, c'est la commission qui s'en charge de ça. Non mais interpeller les maîtres, parce que pour pouvoir criminaliser l'esclavage, encore faut-il voir les maîtres. Est-ce que vous les avez vus? Nous, notre problème, c'est libérer la personne. Le reste, maintenant, c'est le travail de l'administration. C'est ça la criminalisation. Justement, c'est ça leur travail. Maintenant, s'ils ne le font pas, on va en parler. بالله الذي لا اله الا هو انت وعربك يدكم تخلي العبوديه والله دور تشوفك لا يخلق توم جنه ثم انت عندنا فوضى هذيك ما يحق ما يحق انا ماني ماشيه باللباس لا شنو معنا قيم يا ويلتك ده حمراء يا ويلي يا بن من شبيتك ده حمراء ازكي عني والله لا حطك انا انت عاود لي ضد هي سوا واسكت وقف انت تمشي نقول فيها بيه Presque, c'est un semi-enlèvement. C'est un enlèvement heureusement légal. Et pour la bonne cause. Et pour la bonne fin. Mais parce que la justice ne marche pas. Jusqu'à maintenant, tous les cas avérés d'esclavage n'ont jamais été suivis de poursuites judiciaires ni de sanctions par les autorités mauritaniennes. Malgré les discours, les déclarations de foi, d'intention qu'on fait à destination de l'opinion publique internationale,
pour essayer de soigner une certaine image d'une Mauritanie qui reste ô combien esclavagiste. Pas d'interpellation, pas d'enquête en bonne et due forme. Nous ne pourrons pas interroger les maîtres d'habits, ni même les approcher. C'est d'autant plus gênant que les résistances d'Abi à se laisser affranchir jettent un doute sur cette histoire, et au-delà, sur la réalité de l'esclavage. C'est pour lever ce doute, entre autres, que nous avons souhaité entendre un maître. Un seul d'entre eux a accepté de nous parler, Mohamed Lemine. Ce Mort-Blanc descend d'une grande tribu, et comme tout maître qui se respecte, à la naissance, il a reçu un héritage, un bien. Ce bien, c'était un homme, un esclave, Etman. Un esclave dont il va pourtant se séparer. Viens, viens avec moi. Tu te souviens du jour où je t'ai affranchi? C'est loin. C'était il y a 20 ans. Je l'ai affranchi dans mon fond intérieur tout petit. Et donc après, bien sûr, à la majorité, je l'ai complètement affranchi, quoi. Je lui ai dit que c'est un homme libre. Tu avais honte? Moi, j'avais pas honte de dire que c'était mon esclave, mais au fond de moi, ça me faisait très mal qu'il soit esclave. C'était un peu ça, dans mon fort intérieur. Mais du coup, finalement, t'es complètement différent des gens de ta famille, de ton père, par exemple. Oui, sur ce plan-là, je suis complètement différent d'eux, oui. C'est une réalité, il était esclavagiste comme les gens de sa génération. Tous les morts de sa génération, ils avaient des esclaves, ceux qui avaient les moyens d'avoir des esclaves. Lui, il en a hérité une partie, il en a acheté une autre, mais c'était ça, parce qu'il avait des animaux, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et l'usage, c'était de ne pas avoir des gens payés, mais il fallait avoir des gens qui leur appartenaient. Est-ce que ton père a affranchi aussi des esclaves? Mon père, il a affranchi des esclaves. Il ne les affranchissait pas spontanément, il y avait toujours une raison. Ça veut dire que sur le plan religieux, quand un musulman commettait certains péchés, il est prescrit dans la religion qu'il doit affranchir un esclave ou nourrir 60 personnes ou jeûner un certain nombre de jours. Le choix le plus facile, c'était de libérer un esclave. Parce que vous en aviez beaucoup? Oui. Oui. Oui, parce qu'on en a beaucoup. Pour renoncer à l'esclavage, Mohamed Lemine a fait un vrai travail sur lui-même. Il a dû rompre avec la tradition pour devenir ce qu'il appelle un maître affranchi. 20 ans après, Mohamed Lemine est devenu un autre homme. Un homme capable de partager un moment avec Etman, sans culpabiliser. Il est bon, ce mouton. Il vaut mieux que je ne vienne pas trop souvent. Non, au contraire. Si tu tues un mouton à chaque fois que je viens, tu n'en auras plus. Ne t'inquiète pas. À chaque fois que tu viendras, il y en aura un dans la marmite. Inch'Allah. C'est mon frère. C'est ton frère? Ouais. D'ailleurs, je le préfère à tous mes frères. C'est ton frère de sang? Non, c'est mon frère de vie. J'ai tété sa mère. C'est avec les laits de sa mère que j'ai été élevé. J'étais tellement jaloux de lui quand on était petit.
Parce qu'il pouvait aller jouer, faire ce qu'il voulait. Il pouvait aller monter sur les ânes, aller courir dans la rue. Et moi, j'étais toujours surveillé pour faire mes devoirs. Est-ce qu'il n'était pas jaloux de toi? Je ne peux pas lui poser cette question. C'est ça. Pas non plus comparer l'incomparable. Il y a beaucoup de choses que moi je peux dire et que je peux essayer de les dire, pas pour le violenter, mais lui, il ne faut pas oublier la position dans laquelle il était, c'était pas la meilleure, quoi. Et il faut qu'il mette du temps. Comme moi, j'ai mis du temps pour pouvoir me libérer de tous les tabous. Lui, est-ce qu'il est arrivé à la même réflexion? Ça, c'est autre chose. C'est pas évident, hein, c'est assez violent. Hein. Je suis né maître, il est né esclave. C'est ça. Ce n'est ni sa faute ni la mienne. Mais lui, il a été privé de sa scolarité et moi, on a tout fait pour que je fasse une bonne scolarité. D'aller dans les grandes écoles, les grandes universités. Ma famille s'est sacrifiée pour me permettre d'étudier. Et lui, par contre, on l'a sacrifié pour être berger, quoi. Vous m'avez tué. Mais tu le savais qu'on en parlerait. Oui, mais je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait être comme ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça a été très émouvant pour moi. Ça a été dur, quoi. Je ne pouvais pas imaginer la dureté, quoi. Ça vient de loin. Ça vient de mes tripes. Ça vient de loin. Je le sens remonter. Je sens remonter de mon ventre. C'est comme si je faisais... Mais c'est fort ce que tu viens de faire, parce que personne ne le fait. En tout cas, moi, je l'ai fait et j'espère que tout le monde le fera parce que je pense que c'est une thérapie, quoi. Retour à Nouakchott où la caravane vient d'arriver chez Biram. Abi, qui quelques heures plus tôt était dans tous ses états, semble maintenant apaisé. Ne t'inquiète pas, ils sont gentils. Tu te sens libre maintenant? Quoi? Tu te sens encore esclave? Non. Donc tu étais une esclave? Oui. Pourquoi tu ne l'as pas dit tout à l'heure? J'avais peur de ce qui pourrait m'arriver si je disais que c'était mes maîtres. Donc tu es contente que Bilal soit venu te chercher? Bien sûr. Alors Bilal, tu es content? Oui, très content. Qu'est-ce que tu ressens? Que du bien. Je veux maintenant qu'Abi trouve ses marques et se sente bien ici. Tu as peur qu'elle retourne chez ses maîtres? Oui, c'est vrai, j'ai peur qu'elle y retourne. Elle a la tête dure et elle est toujours enchaînée psychologiquement. Vu ce qu'elle a subi, elle est encore très fragile. Tu dois t'armer de courage. Considère qu'Abi est maintenant en convalescence. Elle est malade. Alors tu vas la soigner. Sois doux avec elle et protège-la bien. Abi va commencer une nouvelle vie, libre. Mais elle n'arrivera pas à porter plainte contre ses maîtres.
la liberté est un apprentissage difficile. Voilà, c'était donc Chasseurs d'esclaves, un film signé Sophie Jeannot et Anna Kouak. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette question, eh bien, je vous invite à lire Paris Match, qui sera dans les kiosques cette semaine, avec en particulier un article signé Caroline Fontaine sur l'esclavage au Niger aujourd'hui. Voilà, dans 40 minutes environ, je vous retrouve pour notre débat avec nos historiens africains. Mais d'abord, deuxième film. C'était hier, en 1930. Le journal Le Matin fait sa une sur un reportage du grand écrivain Joseph Kessel. Aux confins de l'Afrique noire, Kessel a enquêté sur une pratique que l'on croyait d'un autre temps, la traite négrière. Sous ses yeux, des caravanes d'hommes, de femmes et d'enfants, épuisés, enchaînés. Kessel écrit. De génération en génération, les ancêtres de ces misérables avaient été radiés, enlevés, vendus. Ils avaient servi de réserve à bétail humain. Kessel parle à des esclaves. L'une d'elles lui dit « Je ne me rappelle plus d'où je suis. Il y a très longtemps, près d'une grande forêt, un village a brûlé. Des hommes m'ont enlevé. J'ai eu beaucoup de peine à marcher loin avec eux. J'ai eu bien des maîtres, bien des enfants. Je ne me souviens plus. Les maîtres m'ont vendu, on m'a pris les enfants. » Les gardes sont des Arabes. La destination finale de leur bétail humain, l'Arabie Saoudite et le Yémen. À l'époque, les récits de Kessel fascinent l'Europe. Mais l'histoire s'oublie vite. « 75 ans après, à peine une vie d'homme. À l'UNESCO, le bras armé de l'ONU pour la culture et l'histoire. La caisse de résonance de la mémoire universelle. Comme tous les ans, l'UNESCO organise une journée mondiale de commémoration de l'esclavage. Mais dans les discours des orateurs, la traite décrite par Kessel, la traite vers le monde arabe, est absente. Je voudrais, au nom de l'UNESCO, vous remercier pour célébrer une des plus grandes tragédies de l'humanité, la traite négrière et l'esclavage. La traite négrière a été brutale et déshumanisante, mais elle a forgé l'histoire des 4 continents. Le lieu de mémoire de cette traite transatlantique à destination des Amériques est l'île de Gorée, au large du Sénégal. Un témoignage de l'horreur, visité par de nombreux touristes. Des cellules comme celle vous faisant face, réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, on en mettait 15 à 20. Ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Au milieu de la chaîne, où vous aviez une grosse boule que l'esclave était obligé de porter entre les 2 mains de jambes. Rendez-vous compte, pendant 3 siècles et demi, et sans répit, traqués, chassés, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Comme le montre cette carte, que l'on enseigne dans les écoles, depuis la côte atlantique, pendant plus de 3 siècles et demi, 12 millions de Noirs ont été déportés vers les Amériques. Déportés par des Européens. Une traite inhumaine
dans des conditions barbares, fondées sur un racisme absolu, où les Noirs étaient considérés comme des sous-hommes. La plupart des civilisations ont eu recours à l'esclavage, mais rien n'est comparable à l'industrie de l'esclavage transatlantique. Rien n'est comparable à la traite atlantique, c'est vrai. Est-ce une raison pour passer sous silence une autre traite, non moins terrible? Depuis le Sénégal et depuis toute l'Afrique, des millions de personnes ont été déportées, non pas vers les Amériques, mais vers le monde arabo-musulman. Selon les dernières études, ils furent entre 15 et 17 millions. Cette traite a duré pas moins de 1400 ans, du 7e au 20e siècle. Une traite pourtant réduite à quelques légers pointillés sur la carte de l'UNESCO. Alors même que d'éminents historiens travaillent sur cette question. Il faut sortir de l'ombre aussi ces esclaves qui ont été victimes d'une autre forme de traite et d'autres formes d'esclavage et quelque part leur rendre aussi justice à travers ces études. Salah Trabelsi est l'un des meilleurs spécialistes des traites musulmanes. Lui aussi est confronté régulièrement aux effets de l'ignorance. J'ai assisté récemment à un colloque au Maroc et un assistant donc, au colloque qui a pris la parole pour dire écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse en effet associer donc, ou comparer l'esclavage en terre d'islam avec les autres formes d'esclavage, puisque chez nous, donc, les esclaves ont été toujours bien traités. Pourquoi le monde, l'Europe, les Arabes, ont-ils voulu oublier cette histoire ? L'esclavage fut pratiqué depuis la nuit des temps par tous les peuples, égyptiens, romains ou grecs. Mais alors qu'en Occident, le christianisme y met fin, le monde arabe, lui, perpétue cette tradition. Au 7e siècle, tout s'accélère avec l'arrivée de l'islam et les conquêtes des troupes musulmanes qui contrôlent rapidement de larges territoires. On sait que justement, dès le début de l'islam, la crise ou la pénurie de main-d'œuvre était criante et que là aussi, la conquête donc, avait aussi comme motif, parmi les motifs de la conquête, il y avait aussi ce besoin de capturer des hommes et d'en faire des esclaves, d'en faire justement une main-d'œuvre donc susceptible d'être engagée dans les différents chantiers donc, qui allaient être mis en place. À partir du 7e siècle, dans l'ensemble du monde musulman, les esclaves sont très vite omniprésents. Leur place est même plus importante qu'on ne l'a longtemps pensé. Loin des clichés sur les courtisanes ou les serviteurs des sultans. La recherche aujourd'hui montre que les effectifs d'esclaves étaient plus importants et qu'ils existaient non seulement dans les demeures bourgeoises, mais qu'ils existaient aussi dans les campagnes, et qu'ils étaient employés non seulement en tant que travailleurs domestiques, mais aussi en tant que travailleurs productifs, sans parler de l'armée, etc. Il y a, parallèlement à cela, une réalité terrible qui est celle des esclaves qui travaillaient dans les mines, des esclaves qui travaillaient dans les chantiers hydrauliques, des esclaves qui travaillaient dans les mines de sel. Avec le développement de l'empire arabo-musulman, la traite s'organise. Comme la traite atlantique, elle est affaire de professionnels. De puissants trusts régissent ce commerce comme ceux du Caire.
Dès le Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, il existe même un syndicat des négriers qui négocie des commandes publiques avec l'État. Dans un monde musulman où toute la vie est régie par la religion, l'esclavage, bien sûr, n'y échappe pas. Le Coran recommande, certes, de n'être pas trop dur avec les esclaves, mais il autorise cette pratique. L'esclavage n'est pas justifié du fait de la religion, mais la religion légifère sur l'esclavage. L'essentiel, c'est que c'est une société inégalitaire dans les faits, et cette inégalité est reprise dans les textes et légitimée par les textes, puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question leur statut. Et le contraire eût été étonnant, parce qu'à l'époque, il était, dans le paradigme de l'époque, il est impossible de penser ces sociétés sans esclavage. En principe, l'islam n'autorise à réduire en esclavage que les non-musulmans. C'est ainsi qu'au cours des siècles, des centaines de milliers d'Européens, probablement 1 million, sont capturés. Mais l'Occident se défend. Comme les esclaves blancs se font rares, les musulmans se tournent de plus en plus vers l'Afrique. En Afrique, de nombreux Noirs sont musulmans. Or, on l'a vu, l'islam interdit de réduire en esclavage d'autres musulmans. Cette contradiction va être aisément surmontée. À mesure que le continent noir devient le principal réservoir d'esclaves, se développe un racisme qui justifie l'esclavage, comme dans la traite atlantique en somme. Il faut dire que bien avant que les chercheurs européens de l'anthropologie physique n'élaborent au XIXe siècle les théories raciales et fantaisistes que l'on sait, dans le monde arabe, on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l'infériorité de l'homme nègre. Et cela par des érudits qui étaient respectés et très écoutés comme Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, grand lettré du XIVe siècle, qui pourtant écrit « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Il est sûr qu'il y a, et là justement j'ai montré qu'il y a beaucoup de qualificatifs, beaucoup disons toute une vision du noir, de l'esclave, comme un être inférieur, etc. Il y a plusieurs termes en arabe. Pour dire esclave, on dit abd. On va dire ghulam, zinji, on va dire aswad. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le terme de aswad veut dire noir. Hein? Zinji va également s'appliquer aux noirs issus de la région, donc de l'Afrique orientale. Donc, on va progressivement assister à ce que la connotation régionale ou ethnique devienne l'équivalent d'esclave. Hein? Et encore aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, à titre d'exemple, dans le sud de la Tunisie, plutôt que de dire noir, on dit un esclave, on dit abd. Au nom de ces théories, l'Afrique connaît 14 siècles de chasse à l'esclave. Des attaques menées par des soldats dans le cadre de guerre ou par des bandes armées aux ordres de marchands. Ces attaques, bien sûr, sont d'une violence inouïe. C'est le feu qui est mis dans les cases. C'est des attaques frontales, bien sûr, contre des populations démunies de défense. Et bien sûr, par la suite, bien sûr, c'est un arrachement donc de ces personnes à leur famille, à leur pays. Pour capturer un esclave, les assaillants tuent en moyenne 2 ou 3 personnes. Et dans les villages, il y a une marchandise que l'on recherche particulièrement. En tant que marchandise, bien sûr, l'enfant donc est plus à même d'être
réadapté, d'être acculturé, d'être maîtrisé. Hein, alors qu'un adulte, il aurait tendance à ne pas accepter sa servitude. Une fois capturés, pour les esclaves, adultes ou enfants, commence alors un long périple. Pendant plus de 1400 ans, la traite suit quasiment les mêmes chemins. Si la route de l'Atlantique a laissé des traces dans l'histoire, le Sahara, lui, a effacé celle des esclaves. 7 millions de personnes y auraient transité sous la conduite de négriers appelés des galabes, des bouviers. On ne distingue pas les esclaves des troupeaux d'animaux. La traversée du désert vers le Maghreb ou le bassin du Nil dure d'1 à 3 mois dans des conditions terribles. Certaines études ont semblé montrer que c'est d'abord ce premier voyage à l'intérieur du continent qui est qui fait le plus de victimes. Seuls ceux qui étaient en très bonne santé pouvaient arriver au terme de la caravane. Manque d'eau, maladie, épuisement, 20 à 30% des captifs succombent. Une mortalité qui approche celle de la traite atlantique. Les esclaves sont également transportés par bateau vers la péninsule arabique ou le Caire. Jusqu'au XXe siècle, 8 millions de personnes auraient ainsi été déportées par la mer Rouge. Ils sont entassés dans des boutres, dans des conditions qui, là encore, n'ont pas grand-chose à envier aux navires négriers européens. Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération, la castration. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Ce qui explique le prix très élevé également de l'eunuque sur les marchés. Malgré sa cruauté, la traite orientale a duré jusqu'au début du XXe siècle, sans être remise en cause. On passe alors des dessins à la photographie. En 1880, des voyageurs anglais découvrent et photographient ces bateaux chargés d'esclaves. Les bateaux proviennent de l'île de Zanzibar, au large de l'actuelle Tanzanie. Depuis le XVIIIe siècle, ce comptoir arabe est devenu une plaque tournante du commerce. Zanzibar, c'est l'autre Gorée, une Gorée dont on parle peu et que l'on visite rarement. Chaque année, environ 15 000 esclaves sont parqués ici, dans des conditions épouvantables, avant d'être déportés vers l'Arabie, voire le Brésil. Ces photos prises à la fin du XIXe siècle donnent une idée d'une pratique ancestrale.
Ce cliché, tout aussi exceptionnel, montre des esclaves au travail, dans une plantation de clous de girofle. En 1830, 100 000 esclaves travaillent dans les plantations de Zanzibar. Ils sont soumis aux mêmes tâches qu'aux Amériques. La mortalité y est équivalente, car les mauvais traitements de la part des maîtres sont monnaie courante. Une petite catégorie, une petite classe de planteurs domine une énorme masse servile. Et l'essentiel de la production est assuré par des esclaves. Donc on passe de ce que l'on appelle des sociétés à esclaves, c'est-à-dire où les esclaves sont l'un des groupes sociaux, mais pas du tout le groupe social dominant, à des sociétés esclavagistes, c'est-à-dire dans le cadre desquelles l'essentiel de la production repose sur la main-d'œuvre servile. Le palais du sultan témoigne des fortunes qui s'édifient sur ce commerce des êtres humains. Là encore, comment ne pas comparer la traite orientale à la traite européenne et ses richissimes marchands d'esclaves. Les traites négrières ont une autre facette qui est généralement occultée. « 2004, au Ghana, lancement de l'année mondiale du souvenir de la traite négrière. Après les discours, une pièce de théâtre met en scène une certaine vision de l'esclavage. Une histoire en noir et blanc. Une histoire qui passe sous silence que les coupables de la traite ne furent pas seulement les Européens et les Arabes. Les coupables étaient aussi africains. Une histoire grise donc, une histoire complexe, trop complexe pour certains. Historien de renommée mondiale, Ibrahima Thioub est l'un des rares Africains à travailler sur la dimension africaine de l'esclavage. L'un des rares a pointé la responsabilité d'Africains dans les deux traites, orientale et atlantique. Est-ce à dire que les esclaves tombés du ciel, il a bien fallu les produire? Il n'y a aucune puissance qui a les ressources ni politiques, ni économiques, ni technologiques pour venir sur les côtes africaines, pénétrer à l'intérieur du continent et qui arrive, qui ramasse les gens dans les villages et les amène pour les exporter. C'est parce que des groupes sociaux africains, des élites africaines ont très bien compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer de ce facteur externe qui arrive sur les côtes africaines et servir de relais pour la capture des esclaves, organiser une économie assez efficace qui ne pose aucun problème moral à personne à cette époque. C'est à nous aujourd'hui que ça pose des problèmes moraux. Évidemment, les Africains n'ont pas attendu que les Européens leur expliquent ce que c'est que l'esclavage pour l'inventer tout seul, c'est évident. Bon, après, il y a toute cette question, est-ce que les victimes peuvent être coupables en même temps? On préfère une situation simple où il y a les bons et les méchants. Or, dans la réalité, il y a des bons, il y a beaucoup de méchants et la plupart des situations sont grises. Pendant des siècles, des marchands, des chefs de guerre africains capturent des esclaves à l'intérieur du continent et les revendent aux Arabes et aux Européens. L'existence de ces intermédiaires témoigne d'une autre réalité, plus taboue encore,
occulté par cette histoire en noir et blanc. Ce secret bien gardé, c'est que la traite était une pratique répandue au sein même des sociétés africaines, bien avant l'arrivée des Occidentaux et des Arabes, et bien après leur départ. Des millions d'Africains ont été réduits en esclavage par d'autres Africains. 14 millions, selon l'historien anglais Patrick Manning. Au long des siècles, l'esclavage est partout, dans les champs, parmi les concubines, dans l'armée. Tout le monde peut, à tout moment, devenir esclave. L'esclave, c'est l'autre, c'est l'étranger. Donc d'asservir les étrangers, ça peut se justifier de beaucoup de façons. C'est parce que ce sont des sauvages. Beaucoup de peuples considèrent leurs voisins comme sauvages. C'est même peut-être la définition de sauvage, c'est celui qui est à côté. On voit ça pour la Grèce aussi. Ces esclaves sont généralement capturés au cours de guerres incessantes que se mènent les nations africaines. Au Moyen-Âge, les empires du Ghana et du Mali, par exemple, capturent jusqu'à des dizaines de milliers d'esclaves. Ce qui est le plus spectaculaire, c'est les razzias militaires. Une armée en campagne qui va attraper... alors, souvent, c'est que les femmes et les enfants. On tue les hommes et parfois on capture aussi les hommes. Ça dépend des sociétés. Une des grandes sources, c'est le kidnapping aussi. Le kidnapping, ça veut dire que du coup, il y a une insécurité. On n'attrape pas les gens qu'en période de guerre. C'est à n'importe quel moment. Votre femme, votre fils, votre fille peuvent se promener et se faire kidnapper. Surtout les enfants, évidemment, c'est les plus faciles à attraper. Et on a une multitude de récits de gens, d'une ambassade qui se promènent, qui voient un berger, hop, on l'attrape et on va le vendre quelques distances de là. C'est tout ce problème de transformer les gens en marchandises. C'est que du coup, on voit un enfant, au lieu de dire « oh, il est mignon, il garde des chèvres », on se dit « oh, ça pourrait me rapporter beaucoup ». C'est pour ça que ça pervertit autant c'est une des raisons qui fait que l'esclavage sape totalement les sociétés. On commence à compter la valeur des gens au lieu des relations de l'humanité. Parfois, des chefs de village vendent des enfants ou des adultes pour éponger leurs dettes. Alors, au long des siècles, des caravanes sillonnent l'Afrique. Une traite cachée, loin des regards, loin de la mémoire. Le XVe siècle est un tournant avec l'arrivée des Occidentaux. La demande explose, les stocks d'esclaves augmentent. L'esclavage interne à l'Afrique est amplifié par la demande des Européens. La traite atlantique des esclaves a développé une violence sans précédent dans les sociétés africaines à partir du XVe siècle. Des royaumes prospèrent uniquement autour de l'esclavage, se faisant des guerres perpétuelles pour s'approvisionner en bétail humain. Au XIXe siècle, l'esclavage interafricain est à son paroxysme. La machine devient folle. Certains royaumes en viennent à compter presque autant d'esclaves que d'hommes libres. Occidentaux, musulmans, africains, tout le monde a participé à la traite négrière. Et pendant longtemps, personne n'a songé à remettre en question cette loi du plus fort. Et puis c'est d'Occident que vient le coup d'arrêt à cette pratique barbare. L'Europe connaît un formidable mouvement des Lumières qui prône l'égale dignité de tous les hommes. Au XIXe siècle, ce mouvement aboutit à l'abolition de l'esclavage d'origine européenne. Ainsi, aux Antilles, les esclaves gagnent leur liberté. L'opinion publique occidentale prend conscience de l'horreur d'une pratique qu'elle avait acceptée et découvre la cruauté des traites orientales ou africaines.
C'est l'époque où des journaux publient ces descriptions édifiantes. L'époque où l'on signe des pétitions. L'époque où la lutte contre l'esclavage devient un argument pour justifier la colonisation. Alors, à Zanzibar, les Anglais répriment le trafic des boutres et s'implantent. Au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, les Français libèrent les esclaves et s'installent. C'est donc généralement malgré eux que l'Afrique et le monde arabe connaissent l'abolition. Cela n'est pas sans conséquences. D'abord, la disparition de l'esclavage dans la plupart des pays musulmans a été inspirée par l'extérieur. Tout simplement parce que la modernisation même et des structures économiques et des structures sociales est d'origine exogène. L'Occident est en train de dominer le monde et c'est comme ça que l'esclavage a été aboli. Il n'a pas été aboli dans un souci de construction de société moderne. C'est pas du tout ça. Et dans des pays, par exemple, que je connais mieux, par exemple, si on prend le Maroc, l'esclavage a disparu presque sans qu'on s'en rende compte. Et je pense que c'est ça vraiment l'élément essentiel. Mais il a disparu sans que le problème soit réellement posé. C'est dommage, parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait mérité d'être posé comme problème, qui aurait mérité d'être négocié comme un vrai passage vers la modernité. L'Afrique noire, qui connaît une difficile transition vers l'indépendance, reste elle aussi dans le non-dit. Elle choisit d'oublier l'esclavage que d'autres ont aboli à sa place. Cela peut poser problème à une mémoire africaine qui n'a pas été politiquement à l'origine de l'abolition. Et la construction de l'unité qui était nécessaire à la lutte anticoloniale ne pouvait pas se faire en se focalisant sur les contradictions internes aux sociétés africaines, mais plutôt en les percevant globalement face à l'Occident qui posait problème. Aujourd'hui, l'époque de la décolonisation est révolue. Vient le temps de la reconnaissance de sa responsabilité, voire de la repentance. À l'image de Bill Clinton, l'Occident a reconnu sa culpabilité, a entamé un travail de mémoire qui aboutit aux célébrations de l'UNESCO ou à cette visite de Gorée. Now is the time to complete the circle of history. Les négriers européens sont à juste titre mis au pilori. Pas les autres, les négriers arabes ou les rois africains. Pourquoi l'UNESCO, chargée justement de dire la mémoire universelle, a-t-elle tant de mal à faire la lumière sur toutes les traites ? Ali Moussa est chargé du programme sur l'esclavage. Il est à l'origine d'un travail remarquable et pousse sans relâche les États membres de l'organisation à s'intéresser aux traites africaines et arabes, avec difficulté. Il y a des réticences dans les sociétés et au niveau des pays. Je crois qu'il serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Parce que c'est une question douloureuse, parce que c'est une question qui soulève tellement de choses émotionnelles et affectives. Ce qui est sûr, il y a des résistances au niveau des États, des décideurs politiques, au niveau de la société, des sociétés civiles, parce que comme je vous dis, c'est une question très délicate. Et c'est normal, d'une certaine manière, qu'il y ait des résistances. Parce que certains peuvent se dire, ouvrir la boîte de Pandore de cette mémoire, mais ça remet en cause tout. Ça peut susciter des
même je dirais, mais aussi des sentiments de culpabilisation. Culpabilité, c'est le mot qui fait peur. Les représentants des États arabes auprès de l'UNESCO sont-ils prêts à admettre leurs responsabilités dans la traite négrière et même à se repentir? Quand on parle avec les Africains, elle ne vient pas tous les jours pour nous dire « Ah, l'esclavage... Mais comme je dis, dans l'intérêt de tout le monde, en le condamnant, bien sûr. Et c'est une question qui a été dans un certain contexte très limité dans le monde arabe. Et ce n'était pas une question généralisée dans le monde arabe ou dans tous les États arabes. Parce que moi j'y crois qu'il y a beaucoup qui veulent créer des histoires, des tierces parties parfois, ou des gens qui sont anti-arabes ou anti-africains, créer des problèmes en généralisant à travers le temps et l'espace de certaines formes de relations qui avaient existé dans... C'est comme dire, je ne peux pas traiter avec l'Occident parce qu'il y a eu les croisades. Maintenant, quand on pense, par exemple, ce n'est pas pour éviter cette question, je la condamne directement. J'aimerais bien voir un travail de mémoire beaucoup plus courageux de la part de certains pays européens concernant le colonialisme et la déstructuration de certaines sociétés africaines. Il y a par certains intellectuels, mais officiellement, j'aimerais bien aussi le voir, vous voyez. Du côté des officiels arabes, pas question donc de se confronter réellement à la responsabilité dans la traite négrière. On préfère mettre en cause la colonisation européenne. Chez les élites africaines elles-mêmes, dont beaucoup sont musulmanes, le sentiment d'une solidarité avec le monde arabe l'emporte sur l'exigence d'un travail de mémoire. On a l'impression que le grand mal pouvait venir de l'Occident, mais ne pouvait pas venir des voisins musulmans du Nord. Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord et beaucoup d'autres, du moins, et du Proche-Orient, sont devenus très amis avec les pays africains. Alors tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident, mais on a décidé de ne pas rouvrir cette page douloureuse. Il existe toutefois des historiens ou des intellectuels courageux qui ont décidé de regarder l'histoire en face, parfois contre leur propre société. Le professeur Tube est de cela. Un événement l'a marqué, une conférence en 2001 pendant laquelle il a osé sortir des discours convenus et parler de toutes les traites. Quelle a été la réaction de l'auditoire? Dans l'auditoire, il y avait des Européens, il y avait des Africains. J'ai fait exprès de ne pas dire des Blancs et des Noirs. J'aurais pu le dire. Pour moi, les problèmes que je posais étaient des problèmes inodores, incolores et sans saveur, que c'était des banalités et que personne ne s'occuperait de ma communication. La réaction de la salle, en tout cas du côté des Africains, a été d'une violence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais pas que c'était aussi chaud et aussi violent le sujet que j'abordais. C'était d'une sensibilité, d'une telle sensibilité. Franchement, je n'en étais pas conscient. Mais j'ai senti que dans la salle, il y en a qui se sont levés pour dire que ce que vous racontez, c'est des histoires, vous allez trop vite. Mais je n'ai entendu aucune critique réelle de ma communication, une critique scientifique. Mais ce qui me l'explique, c'est ceci. C'est que quand j'ai terminé mon exposé à Bamako, qu'il y a eu cette réaction violente, mais peu scientifique, mais plutôt réaction épidermique à ma communication, quand je suis sorti de la salle, des Africains sont venus me voir. Ils n'étaient pas très nombreux, mais quand même c'est assez représentatif de quelque chose pour me dire, vous savez, ce que vous dites là, c'est vrai, vous avez raison, qu'on doit explorer cet aspect des choses, mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Et les Européens sont venus me voir, en aparté toujours, pour me dire, félicitations monsieur, je pense exactement la même chose que vous. Vous êtes très courageux de le dire, mais je n'ose pas le dire parce qu'on va m'accuser de raciste.
Après avoir écouté ces deux positions que je comprends très bien, je me suis dit, mais où sont les historiens? Il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. Ibrahim Thioub raconte sans doute une histoire trop complexe pour une époque qui a besoin de vérités simples. Une époque où la peur rend aveugle. Une peur comme un contre-coup d'une histoire tourmentée dont les plaies ne sont pas refermées. En Occident aussi, la véritable histoire des traites négrières est ignorée. Dans cette ignorance, cette indifférence, faut-il voir la peur de froisser les anciens colonisés? Ou à l'inverse, les effets d'un complexe de supériorité de l'homme blanc qui seul serait responsable de ses actes, seul serait accessible à la repentance? Ce serait alors la forme suprême du mépris envers des peuples que l'on jugerait incapables d'avoir commis des crimes. En 1939, Saint-Exupéry décrit dans Terre des Hommes une scène à laquelle il assiste au cours d'un séjour au Maroc. Parfois, l'esclave noir, s'accroupissant devant la porte, goûte le vent du soir. Dans ce corps pesant de captif, les souvenirs ne remontent plus. Quand il sera trop vieux pour valoir ou sa nourriture ou ses vêtements, on lui accordera une liberté démesurée. Pendant 3 jours, il se proposera en vain, de tente en tente, chaque jour plus faible. Et vers la fin du 3e jour, toujours sagement, il se couchera sur le sable. J'en ai vu ainsi mourir nus. Les morts coudoyaient leur longue agonie, mais sans cruauté. Et les petits des morts jouaient près de l'épave sombre, et à chaque aube, couraient voir si elle remuait encore, mais sans rire du vieux serviteur. Il se mêlait peu à peu à la terre, séché par le soleil et reçu par la terre. Voilà, c'était donc Les Esclaves oubliés, un film d'Antoine Wittkin avec ce chant d'un grand griot africain. Nous voici revenus donc sur cette côte sénégalaise près de Dakar qui a vu partir tant d'esclaves vers les Amériques. Nous voici maintenant installés avec nos invités, Ibrahim Thioub, professeur à l'université de Dakar, et Abdelet Maniessa, mauritanien, porte-parole de l'association SOS Esclaves et qui a vécu en exil pendant une vingtaine d'années en France et qui est maintenant de retour dans son pays à Nouakchott. Avant de revenir dans le détail sur la responsabilité des uns et des autres, européens, arabes, africains, dans l'esclavage, question brûlante si l'on est, attardons-nous, arrêtons-nous un peu sur les conséquences de cette histoire dans l'Afrique d'aujourd'hui. C'est-à-dire la permanence de l'esclavage dans le monde et en Afrique tout particulièrement, alors que la traite atlantique n'existe plus depuis longtemps. Alors ma première question, c'est pour vous, Abdelet Maniessa. On a vu dans le premier film de Sophie Janot la situation de l'esclavage en Mauritanie avec des cas très précis d'esclavage. Est-ce qu'on peut avoir une idée aujourd'hui de ce que représente l'esclavage en Mauritanie et ce que représente dans l'ensemble de l'Afrique? Alors, l'esclavage mauritanien est avant tout une histoire contemporaine. C'est quelque chose qui se passe de nos jours. Et qui n'a rien à voir avec la représentation conventionnelle de l'esclavage. Il ne s'agit pas de
d'une pratique qui a pour fin de produire des richesses ou d'exporter des hommes ailleurs. C'est un esclavage ancré dans la tradition. Il se trouve que, en vertu du système de caste qui prévaut dans cette région de l'Afrique et qui ne concerne pas seulement la Mauritanie, vous en trouverez des manifestations au Mali, au Niger et bien au-delà. Manifestations plus ou moins en état de résorption, mais en tout cas en Mauritanie c'est assez actuel. Est-ce que ça continue aujourd'hui, l'esclavage, à structurer une partie des sociétés africaines? Quelles sont en fait les conséquences de cet esclavage sur les sociétés africaines, Abdelet Malniessa? Bon, concernant le cas dont je vous ai parlé, qui est trans-sahélien, plein de gens ne se déterminent dans la société que par rapport à leur statut de naissance. Donc dans les mariages, dans les relations, même dans les relations de clientélisme politique, l'on retrouve toujours cette dimension qui a trait à la naissance et au statut dans l'histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un frein aujourd'hui au développement en Afrique? Certainement. Oui, du point de vue des conséquences de l'esclavage. Et ici, il faut, je pense, distinguer esclavage et traite des esclaves. L'esclavage, c'est la privation de la liberté à partir d'un axe martial, marchand ou pénal. Que l'esclave soit utilisé immédiatement par celui qui le prive de liberté ou exporté dans le commerce, c'est deux choses qui me semblent différentes. Maintenant, si on prend la traite atlantique en tant que telle, je pense que l'une des conséquences, moi, qui me frappe le plus, c'est le modèle de consommation qu'il a introduit dans les sociétés africaines. C'est-à-dire le modèle de rapport entre les différentes catégories sociales. Abdeletman Yessa, quand j'ai posé la question à Ibrahim au sujet du frein au développement en Afrique, vous avez hoché la tête. Oui, j'ai dit bien sûr, puisqu'il y a un niveau plus anecdotique, moins conceptuel. Lorsque vous observez les milieux où l'esclavage prévaut, vous allez remarquer que les maîtres, en général, répugnent au travail manuel. C'est extrêmement dévalué. Et pour prendre un exemple, l'exemple de la Mauritanie que je connais très bien dans le désert, on appelait la Mauritanie le pays des 1 million de poètes. Alors, pour qu'il y ait autant de gens pour faire de la poésie, il faut bien qu'il y ait des esclaves qui travaillent. 1 million sur une population Sur une population de 3 millions aujourd'hui, mais à l'époque c'était 1 million. Oui. Et tous les arabo-berbères faisaient de la poésie, c'était leur passe-temps favori. Alors comment faire de la poésie dans un environnement aussi hostile si on n'a pas autant d'esclaves qui se chargent des tâches ménagères à votre place? Mais là vous parlez de cet esclavage d'aujourd'hui, non pas de l'héritage de la traite. Non, ça c'est un esclavage africain, autocentré, qui prend ses racines dans notre histoire et qui n'a aucun rapport avec les Européens. Alors on voit bien dans le film d'ailleurs de Sophie Jeannot à quel point, quand on voit ce film, on comprend à quel point ça peut être difficile pour l'Afrique de sortir de la situation dans laquelle elle est, en conservant ce type de relation de maître à esclave. On voit bien que c'est impossible. Elle ne peut pas rentrer dans le mode de production moderne si elle ne rompt pas avec cette histoire-là et avec ces structures-là. Alors, je voudrais citer là un historien français qui s'appelle Malek Chebel, que vous connaissez sans doute, qui vient d'écrire justement un ouvrage majeur sur cette affaire. Je le cite: au Brunei, au Yémen, chez les Touaregs, au Sahel, en Libye, en Égypte, en Arabie, en Mésopotamie, au Soudan, à Djibouti, il n'y a pas un lieu gagné par l'islam où il ne se soit jamais pratiqué le commerce des esclaves. Alors, Ibrahim Mathieu, je voulais vous poser la question dérangeante. Alors c'est la faute à l'islam, la traite arabe? Moi je pense que il y a là une erreur de terminologie dès le départ et une erreur d'identification. Mais vous n'y êtes pas qu'elle existé, évidemment. Non, le problème est mal posé. Puisque pour moi, il n'y a ni traite arabe, ni traite islamique, et ni esclavage africain en soi. Le vrai rapport n'est pas un rapport entre des noirs et des blancs. Le vrai rapport n'est pas un rapport entre des musulmans et des non-musulmans. Mais les acteurs utilisent ces catégories religieuses, chromatiques, continentales, pour nier le vrai rapport. C'est un rapport entre des propriétaires d'esclaves et des esclaves. C'est ça la vraie identité de ces acteurs. C'est qu'il y a des chasseurs d'esclaves. Et qui peuvent être à un moment donné européens, arabes, chrétiens, musulmans, népalais, jaunes, verts, bleus, rouges, tout ce que vous voulez. Mais l'essence de la relation, c'est une relation de domination qui prive un individu de sa liberté et en fait la propriété d'un autre individu. Ça peut être un blanc contre un autre blanc. Du reste, le terme esclave vient de slaves qui étaient des blancs. Ça existait à Rome.
ça peut exister d'un noir contre un autre noir, ça peut être un noir contre un blanc, ça peut être un blanc contre un noir. Mais ce qui les caractérise fondamentalement, qui est à analyser, c'est le rapport réel. Et ce rapport réel, c'est un rapport entre un maître, un propriétaire d'esclaves et un esclave. Abdelrahman Yessa, vous êtes d'accord? Cependant, au risque de polémiquer relativement, il y a des constantes. L'esclavage ne se rencontre aujourd'hui en Afrique que dans les zones où il y a rencontre, où il y a frottement, clivage de populations négro-africaines et de populations blanches, entre guillemets, arabes ou berbères. Premier enseignement. Deuxième enseignement pour le cas mauritanien, vous l'aurez remarqué dans le premier film, chaque fois qu'un cas d'esclavage se présente et que notre association se met du côté des victimes pour essayer d'obtenir satisfaction en leur nom, elle se heurte à des juristes, des jurisconsultes qui réglementent l'esclavage au nom du droit musulman, qui prennent prétexte de la religion pour asseoir ce système de domination et pour tenter de retarder le fait d'éradication de l'esclavage. Donc j'aimerais bien que mon professeur et ami puisse m'expliquer cette contradiction-là. Expliquez-nous. C'est ce que je disais tout à l'heure, il l'a dit lui-même, c'est un prétexte. L'islam est un prétexte. C'est un prétexte, je veux dire par là que... Donc vous êtes d'accord avec Malek Chebel? Non, ce que je veux dire par là, c'est ceci. Quel que soit le maître que vous prendrez, où qu'il soit, dès qu'il prend un esclave, son objectif, c'est d'abord de le désocialiser, de l'extraire de sa société d'origine, de le dépersonnaliser, de le déshumaniser le maximum possible et de le construire comme autre, radicalement différent de lui-même. De lui-même. Quel est le système le plus simple pour les humains ordinaires? Mais le plus simple, la différence la plus visible, c'est la différence chromatique. Vous êtes blanc, je suis noir. Si vous dites que tous les esclaves sont noirs et que les noirs eux-mêmes finissent par accepter qu'ils sont esclaves parce qu'ils sont noirs, votre surveillance même devient très facile parce que vous avez réussi à me faire accepter que je ne suis esclave qu'à cause de la couleur de ma peau. Et là, vous faites éliminer de ma tête que c'est par un acte de violence que vous êtes arrivé dans mon village, vous avez utilisé des armes pour me priver de ma liberté et vous voulez me faire croire que c'est la couleur de ma peau qui fait que je suis esclave. C'est cette lecture idéologique qu'il faut arriver à déconstruire. Et c'est pourquoi je dis que ça soit l'islam, que ça soit la couleur de la peau, que ça soit... Si tous ces éléments n'avaient pas existé, on aurait pris peut-être la taille des oreilles, on aurait pris peut-être la longueur des nez pour construire une différence avec l'esclave et lui faire admettre qu'il est esclave à cause de cette différence. Oui, parce que, comme vous le dites, à un moment donné, ça a été les Blancs qui ont été esclavagisés aussi, et à un autre moment donné, bon, voilà, ça a été... Des objections quand même, parce qu'il n'y a jamais eu d'esclavage blanc en Afrique. Jamais. Les esclaves en Afrique sont noirs. C'est ça. C'est très clair, c'est permanent, c'est actuel. Deuxième chose, lorsqu'il s'agit de religion, le droit musulman fixe des limites à l'esclavage. Des limites dans les relations entre le maître et son esclave. Donc, en fixant des limites, il y a une reconnaissance de fait dans le droit musulman. Elle est indéniable. Et je voudrais peut-être vous rectifier à ce niveau, mais que dans la cour du Ghana, il y a eu des esclaves blancs. Et les Ghanéens, c'était des noirs. Donc, pour moi, il ne faut pas se tromper de cible. L'identité de celui qui possède l'esclave, c'est d'être un maître d'esclave, quelle que soit la couleur de sa peau. Qu'il soit arrivé, du point de vue historique, il est arrivé qu'à un moment donné, à partir du XVe siècle, les Européens ont exterminé les Indiens. Ils sont allés chercher l'endroit où se trouvaient des gens capables de remplacer ces Indiens dans le travail. Ils sont venus les chercher en Afrique. Au départ donc, c'est à la recherche de la main-d'œuvre sous une forme esclavagiste employée dans un système capitaliste. Lorsque le phénomène s'est développé à un point tel qu'il y a eu par la suite identification entre noirs et esclaves. Mais au départ, ce sont d'abord, parfois même ce qu'on appelait les engagés à temps qui étaient des Européens qu'on amenait en Amérique. Ensuite, on a mis en esclavage les Indiens sur la terre d'Amérique, on les a exterminés. Ensuite, on est venu chercher les Africains. Et au sein même des sociétés africaines, il y a eu des Noirs qui ont été des maîtres d'esclaves d'autres Noirs. C'est ça? Oui. Des musulmans qui ont mis en esclavage d'autres musulmans.
et même parfois en leur déniant leur statut de musulman. Par exemple, pour moi, l'un des éléments qui a freiné l'islamisation, c'est en partie l'esclavage. Parce que tu ne pouvais pas mettre en esclavage un musulman parce que tu avais des difficultés à construire l'altérité religieuse. Oui. Donc, tu n'as pas intérêt à convertir à l'islam tes voisins. Parce que si tu les convertis à l'islam, tu ne peux plus les mettre en esclavage. Donc, et pourtant, nous sommes en présence de pays musulmans où des musulmans sont dans une relation de type esclavagiste avec d'autres musulmans. Et c'est absolument banalisé. Les cas ne manquent pas. Il y aurait une manière assez simple finalement. Est-ce qu'il faut faire comme le pape Jean-Paul II, par exemple, qui au nom des catholiques a condamné l'esclavage? Est-ce que les autorités musulmanes, est-ce que ça irait pas beaucoup plus vite dans la prise de conscience si les autorités musulmanes aujourd'hui condamnaient l'esclavage? Est-ce que ça rendrait pas l'esclavage impossible? Cela a déjà été fait maintes fois par différentes sommités religieuses, Al-Azhar, partout, ça a été fait un peu partout. Et pourquoi ça marche pas? Parce que c'est une relation fondamentalement politique, c'est un rapport de domination. Je vous ai dit, l'esclavage aujourd'hui ne persiste que dans le monde musulman. Je parle de l'esclavage traditionnel, oui, dans son acception antique. Oui. Et vous allez remarquer que ces manifestations les plus virulentes sont dans les zones où les populations arabo-berbères rencontrent les populations négro-africaines. C'est un problème de racisme aussi. Le professeur ne peut pas le nier. Non, je ne le nie pas du tout. Alors, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est ceci. Puisque la construction de l'altérité religieuse n'est pas possible, on cache cette unité religieuse pour mettre en avant la différence de couleur de peau pour fonder l'esclavage. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je veux dire que les maîtres trouveront toujours l'argument qui les différencie de leurs esclaves, que ça soit un argument religieux. Quand il y a une différence de religion, ils vont mettre en avant la différence religieuse. Quand il n'y a pas de différence religieuse, ils vont mettre en avant la différence de couleur des cheveux. Quand il n'y a pas de différence de couleur des cheveux, ils vont mettre en avant la différence de couleur de peau. Maintenant, une fois que cela est mis en place, sur la durée, ça devient une culture. Ça s'enculture dans la société au point que les gens qui sont éduqués et qui grandissent dans ce système ont besoin d'un acte politique qui décide, avec une volonté politique, de mettre un terme à l'esclavage et de réunir les forces nécessaires pour briser ce système, comme cela a été fait en Europe, en Amérique. Donc, il a fallu des batailles et même l'abolition ne résout pas le problème. Parce qu'après l'abolition, le post-esclavage est parfois pire. Donc, et on peut le montrer historiquement. De ce que vous dites tous les deux, j'en déduis, si je me remémore l'attitude de l'ONU et de l'UNESCO qui proclamait que 2004 serait l'année, donc il y a 4 ans, l'année internationale de commémoration de la lutte contre l'esclavage. Et pourtant, cette année-là, on a parlé exclusivement de la traite atlantique et de l'esclavage des Noirs par les Blancs. Autrement dit, c'est toujours d'ailleurs dans l'esprit, en tous les cas chez nous, dans l'esprit de tous, l'esclavage est une affaire de mauvais blancs rongés par le remords. Est-ce que vous avez le sentiment, avez-vous le sentiment, comme l'anthropologue, comme Malek Chebel, que nous les Occidentaux, nous les Européens, nous sommes empêtrés dans notre histoire et dans notre culpabilité, vous qui avez beaucoup vécu chez nous? Je pense que oui, et je pense que le temps est venu de mettre un peu un terme au cycle de repentance successive. Je crois que l'histoire de l'esclavage est une histoire universelle. Et l'actualité de ce phénomène en Afrique prouve que finalement, le débat sur la traite n'est plus qu'un débat historique. Là, nous parlons d'un esclavage contemporain traditionnel. Et le transfert automatique de culpabilité sur le dos de l'impérialisme, du colonialisme, tout cela, à mon avis, n'a plus vraiment de sens. Je crois qu'il y a une place pour un regard introspectif et critique de l'Africain sur l'Afrique elle-même, sur son histoire, sur son actualité, et d'admettre qu'enfin des Africains peuvent mettre en esclavage d'autres Africains. Alors, d'une certaine manière, si je poursuis votre raisonnement, on pourrait considérer que les Blancs, les Européens qui ignorent les autres traites, c'est d'une certaine manière un mépris pour les autres colonisés, parce que c'est comme s'il y avait qu'eux, les Européens, qui étaient capables d'exercer un esprit critique sur leur propre histoire et pas les Africains. C'est un monopole de la souffrance qui est assez familier à une partie de la gauche. Malheureusement, elle peine à se débarrasser de cette manie. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a dedans de quoi nourrir une espèce de racisme latent. Finalement, leur barbarie ne nous intéresse pas tant qu'elle est chez eux, mais dès qu'elle nous concerne,
elle est mise en relief. C'est un peu ça le discours. Et donc, c'est fini depuis très longtemps. Notre échec d'Africains est un échec qui est dû à nous-mêmes. Nous sommes toujours dans la revendication de ce monopole de la douleur par rapport à la colonisation. Nous avons produit nous-mêmes les germes de notre échec et ils ne sont pas toujours à trouver dans la colonisation, dans l'impérialisme. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est si difficile pour vous, Ibrahima, ou pour vous qui avez vécu en exil? Ce n'est pas difficile, le professeur, il a bien écrit là-dessus et je pense que ça ne lui est pas étranger. Oui, mais c'est assez difficile pour lui, je crois, de dire ça aujourd'hui en Afrique. Moi, je le dis sans embâche. Vous le dites, mais oui, vous avez été exilé pour ça, en grande partie, pour avoir dit ça. Oui. Pourquoi c'est si difficile de tenir ce discours-là aujourd'hui en Afrique? Parce que c'est si commode aux dictatures, aux régimes autoritaires de dire toujours c'est la faute de l'Occident, c'est la faute de la France, c'est la faute de la colonisation. Et ainsi, ils s'exonèrent de leur propre responsabilité. Mais nous autres Africains, nous avons le devoir de ne pas accepter cette argumentation. Non, moi je pense que... Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer d'une explication partielle à une autre explication. Ce n'est pas une compétition de mémoire. Voilà, ce n'est pas une compétition de mémoire, mais c'est une continuité historique. Oui, mais Et cette continuité historique... Oui, mais Ibrahim Thioub, dans le film d'Antoine Vitkin, vous dites bien avoir participé à une conférence à Bamako. Une partie de la salle a été scandalisée par ce que vous avez dit, quand vous avez parlé des traites arabes, quand vous avez parlé de la traite interafricaine. Et vous dites qu'ils sont venus vous voir à la fin en vous disant il faut le faire, mais il ne faut pas le faire devant les Blancs. C'est vous qui avez dit ça, Ibrahim Thioub. Donc il y a bien là quelque chose de la compétition mémorielle pour empêcher les choses de se dire. Oui, il ne faut pas le dire devant le Blanc. Non, c'est pourquoi je dis que de tous les côtés, on joue sur la mémoire. Voilà, c'est ça. Ce que je dis, la difficulté pour les Africains, et ça s'explique, je l'ai expliqué tout à fait au début. Et ici, il me semble qu'il est important de souligner ceci. L'unité qui est construite autour de la mémoire de l'esclavage. Pour moi, il faut la faire éclater. Oui, mais Ibrahima, sur cette question, sur la difficulté à dire quand les historiens viennent vous voir pour vous dire il ne faut pas le dire devant les Blancs, c'est bien que c'est difficile quand même. Oui, non, je ne discute pas que c'est difficile. C'est extrêmement difficile pour beaucoup d'Africains de dire qu'il y a eu de l'esclavage interne à l'Afrique, qu'il y a eu de l'esclavage du côté du monde arabe. C'est extrêmement difficile d'en rendre compte aujourd'hui. Mais je veux dire, moi, que ça ne devrait présenter aucune difficulté si on approche l'esclavage du point de vue historien. Oui, mais est-ce que la difficulté à le dire, c'est pas aujourd'hui les liens qu'entretiennent beaucoup de pays africains avec le monde arabo-musulman? Est-ce que c'est pas ça aussi la difficulté à dire à ce monde arabo-musulman qu'à un moment donné, lui aussi, il a fait de la traite? Mais bien sûr. Lui aussi, il a été... Est-ce que c'est pas ça la difficulté? Non, la difficulté remonte à très loin. D'abord, il faut se rappeler que... Mais vous le reconnaissez que c'est difficile? Non, c'est extrêmement difficile. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on ne s'arrête pas à dire c'est difficile. Mais c'est d'expliquer pourquoi c'est difficile pour pouvoir en sortir. Parce qu'il y a aussi de la difficulté. Il y a aussi un rapport opportuniste à la mémoire. Non, attendez, je vais vous dire que d'abord, l'unité du mouvement nationaliste allait au-delà de l'Afrique. Rappelez-vous qu'il y a eu Bandung, qu'il y a eu le monde arabe qui était également colonisé. Et cette unité fabriquée pendant ce mouvement a tué les contradictions internes entre ces sociétés. Absolument. Et c'est là, il faut le déconstruire. Et le déconstruire, c'est dire quoi? C'est dire qu'en 10 ans, toute l'Afrique a été victime de la traite. Il faut en même temps dire que tous les Africains n'ont pas été victimes de la traite. Il y a des Africains qui en ont tiré profit parce que les sociétés africaines étaient divisées, hiérarchisées. Et ce facteur externe a été utilisé par les élites en particulier. Et ce comportement élitiste qui a permis effectivement l'organisation de la traite à l'intérieur a constitué des pouvoirs qui se poursuivent jusqu'à nos jours parce qu'on n'a pas déconstruit cette relation à l'extérieur, que jusqu'à aujourd'hui, le peu de ressources dont dispose l'Afrique est utilisé pour consommer des biens externes qui sont destructeurs de nos sociétés, mais qui entretiennent des pouvoirs prédateurs dont il parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les dictatures, les régimes autoritaires qui sont institués en Afrique s'appuient sur cette unité autour de la couleur de la peau pour camoufler les contradictions internes aux sociétés africaines. Et c'est cette explication qui permet de comprendre pourquoi cela fonctionne comme ça, pour pouvoir le déconstruire. Ce n'est pas seulement de dire c'est difficile,
c'est difficile, mais si on ne rend pas compte des raisons pour lesquelles c'est difficile, on ne pourra pas s'en sortir. Ibrahim Atioub, Abdeletman nous a confié en préparant cette émission qu'il descendait, je le cite, d'une famille mort, blanche, esclavagiste. Et il prend le risque de se mettre à dos toute la société dont il est issu pour dénoncer l'esclavage. Est-ce que vous pensez que des actes comme les siens, comme d'autres en Afrique, sont des actes salutaires pour que l'Afrique avance? Je pense que c'est la seule façon dont l'Afrique peut s'en sortir, c'est-à-dire d'interroger les propres contradictions internes aux sociétés africaines qui ont permis... Mais par des actes individuels comme les siens. Et des actes individuels, collectifs et citoyens. Abdeletman Niessa, que faire par rapport à cette situation? Alors, en France, il y a eu, vous avez vécu en France, donc vous avez suivi l'actualité, il y a eu ce qu'on a appelé la loi Taubira de 2001, qui incite les enseignants à faire une plus grande place à l'histoire de l'esclavage dans les programmes scolaires. Est-ce que vous considérez qu'ici en Afrique, ou dans les pays musulmans, on devrait faire la même chose? C'est-à-dire qu'on devrait enseigner à l'école voilà, il y a eu de l'esclavage, qu'il y a eu de la traite arabe contre les Africains, qu'il y a eu à l'intérieur. Vous pensez que l'éducation doit prendre en charge cette question? Oui, qu'il y a eu et qu'il y a encore, qu'il y a oui. Toujours. Et je pense que bien avant cette étape pédagogique, l'on devrait commencer à réunir les jurisconsultes en droit musulman pour qu'ils admettent qu'il y a un problème d'instrumentalisation de l'islam à des fins de justification de l'esclavage. Ça, c'est quelque chose qui est vécu tous les jours et qui n'est pas encore assez mis en exergue. Donc ça, c'est la première étape. Alors, vous savez, il y a eu la conférence de Durban. Au cours de cette conférence, en 2001, une conférence où il y avait plusieurs États africains ont demandé réparation à l'Occident pour les dommages causés par la traite atlantique. Haïti, je rappelle pour les téléspectateurs, que Haïti a chiffré ses réparations à plus de 21 milliards de dollars. Et que, à la suite de cette revendication, le président du Sénégal, donc Abdoulaye Wade, a déclaré « Alors si quelqu'un demande des réparations pour l'esclavage, il peut aussi me demander de l'argent, à moi, Abdoulaye Wade. L'esclavage a été pratiqué, disait-il, par toutes les sociétés dans le monde. » Donc il y avait dans les demandes de réparation quelque chose qui reconnaissait, par le numéro 1, par votre président, que c'était une affaire qui concernait tout le monde. Ce qui est réel, c'est qu'il y a eu des entrepreneurs européens qui se sont mis en connexion avec des élites africaines. Ensemble, ils ont organisé la traite au 15e jusqu'au 19e siècle. Aujourd'hui, les mêmes connexions existent qui, autour du pétrole, du diamant ou de l'or, organisent les mêmes connexions pour ruiner l'Afrique et ruiner même une partie de l'Europe à leur propre bénéfice et qui se moquent des identités que les uns et les autres... Donc à l'inverse de ceux qui veulent essentialiser le problème en disant c'est les Blancs contre les Noirs, les Européens contre ceux-ci, les Arabes contre les Africains... Les musulmans contre les non-musulmans, les... Voilà, donc vous dites qu'il faut en finir avec cette histoire sordide. Alors moi je voudrais vous poser comme dernière question à vous deux, et d'abord à vous, Abdeletman. Toujours, Madame Taubira en France voulait qu'on classifie la traite atlantique d'une certaine manière et reconnaître que c'est un crime contre l'humanité. Est-ce que de votre point de vue, il faudrait reconnaître, alors si on reconnaît la traite atlantique comme un crime contre l'humanité, alors faudrait-il reconnaître l'esclavage interafricain et arabo-musulman comme crime contre l'humanité, à votre point de vue? Oui, évidemment. Évidemment. Et d'ailleurs, on devrait commencer par reconnaître cet esclavage-là, puisqu'il est ultérieur, il est plus neuf. Et nous en avons des illustrations pratiques, quotidiennes. Aujourd'hui, vous avez vu le film sur la Mauritanie. Ce serait un crime contre l'humanité qui se déroulerait sous nos yeux. Et nous aurions moins de motifs d'être exemptés de le considérer comme un crime contre l'humanité. Le mot de la fin, est-ce que vous seriez aussi d'accord, si on considérait la traite atlantique comme un crime contre l'humanité, pour considérer que la traite interafricaine ou la traite arabo-musulmane soit considérée comme un crime contre l'humanité? Mais pourquoi les opposer? Le problème, c'est pas... Vous avez répondu à la question. Ce serait le même crime. Vous avez répondu à la question. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très important que vous veniez témoigner, historien africain, sénégalais, mauritanien, que vous vouliez dialoguer avec nous dans ce dialogue des cultures sur une affaire qui nous concerne tous et qui est une forme de passerelle entre nos mondes pour
instruire ensemble cette question. Je vous remercie pour votre courage intellectuel. Je sais ce qu'il vous en coûte aux uns et aux autres, et sur le plan intellectuel, et j'allais dire sur le plan personnel, sur votre vie de tous les jours. Je vous salue pour ça. Merci d'avoir participé à cette émission. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Voilà, la nuit est tombée entre-temps. Elle a commencé avec le jour, elle se termine avec la nuit. Et on va laisser la parole à ce grand grillon africain pour nous quitter et puis pour nous revoir le mois prochain. Voilà, bonsoir et je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt. Bamalinchen mwana sofa bambo bankan he Gingambera banto sukunu mono bantam alata lai bambo tau dunia